elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une I am a feminist. Je vous obsède avec une constance. Je ne me suis pas conduit qui appelle quand même l'admiration. d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. C'est enfermant pour tout le monde. Le droit de se regarder en face, le droit de se ramasser la Je crois gueule. qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle marque Bienvenue son époque. Entre subjectivité et révolution. Boum. Poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Kautar Archi. Peut-être que pour la catégorie genrée, c'est différent. Peut-être qu'on peut réussir à habiter la catégorie de genre de manière plus souple, de manière plus changeante, de manière beaucoup plus fluide que les catégories raciales. Les catégories raciales, c'est des catégories qui sont profondément négatives. Je vous parle d'un jeudi où l'on attend pour 18h une annonce gouvernementale qui nous dira ce qu'on a le droit de faire ou de pas faire le soir et le week-end. Comme la plupart des Françaises et Français, je suis partagée entre la résignation et la rage, le fatalisme et l'inquiétude. À cause de ça, de ces informations fluctuantes, flippantes sur la pandémie qui décime nos aînés et nos proches les plus fragiles depuis plus d'1 an, j'avoue que je consulte un peu moins les médias qu'avant. Moi qui vis sous perfusion d'infos depuis plus de 25 ans, j'ai remplacé les flashs radio du matin par des playlists, désinstallé les réseaux sociaux de mon téléphone et rationalisé ma consultation des sites de médias auxquels je reste abonnée. Ce qui ne m'empêche pas d'entendre monter une petite musique de plus en plus angoissante. Rien que là, cette semaine, les attaques contre Assa Traoré se sont multipliées. Mediapart a révélé un courant néo-nazi au sein de l'armée française. La loi sécurité globale s'apprête à passer au Sénat, donnant des pouvoirs colossaux à la police. Et cerise sur le gâteau, Manuel Valls annonce qu'il fera son retour en 2022. Bref, pendant qu'on cause ou qu'on ne cause pas du Covid-19, le racisme d'État continue sur sa lancée. Heureusement, mon invitée, la sociologue Kautar Archi, reste, elle, pleinement connectée à l'actualité, pleinement ancrée dans le présent, vivement consciente des enjeux du moment et de la nécessité de porter haut et fort, partout où elle le pourra, la pensée féministe intersectionnelle. Avec Kautar Archi, nous avons parlé d'identité, de reconnaissance et de fémonationalisme. Kautar Archi, vous êtes sociologue de la littérature, romancière, également chroniqueuse dans le podcast Quoi de meuf. Vous écrivez des chroniques, des articles dans différentes revues comme Ballast ou Regard. Vous intervenez aussi de plus en plus dans des médias grand public et on peut dire que vous êtes sans le moindre doute l'une des analystes dont la voix porte en cette période obscure que nous traversons collectivement. J'ai beaucoup tourné en rond avant de trouver la première question de cette conférence parce que votre travail est très foisonnant, votre production est très riche. Et j'ai réalisé que finalement, c'était justement cette étrange période qui méritait d'ouvrir notre échange. Une période de pandémie, bien sûr, mais aussi une période de tension politique sans précédent. Nous sommes en plein débat concernant la loi renforçant les principes de la République à l'Assemblée nationale. Des débats qui donnent lieu, dans une relative indifférence médiatique, à un déferlement de propos islamophobes tenus par des élus de la République. Parallèlement à ce déversement de propos racistes, on voit aussi continuer de se déployer dans l'espace public, notamment sur les réseaux sociaux, la prise de parole des femmes sur les violences sexuelles, mais aussi des victimes de racisme qui, dans le sillage des grandes manifestations de cet été, continuent de dénoncer le caractère systémique de la domination raciale. Vous êtes au cœur de cette question en tant qu'experte de ces questions-là, mais aussi en tant que personne concernée par ces questions. Et je me demandais comment vous la caractérisez, cette période qu'on traverse. Bonsoir à tous et à toutes, je suis très heureuse d'être avec vous. Merci beaucoup pour cette invitation en ces temps difficiles. Et évidemment, c'est très compliqué de faire comme si tout était entre guillemets normal, alors que la période qu'on vit actuellement, elle est profondément
marquée effectivement par ce que vous avez présenté, Lorraine, à la fois la question de la pandémie, mais aussi quelque chose que je suis particulièrement, et ces derniers jours en particulier, puisque les débats sont retranscrits sur la chaîne parlementaire, à savoir la discussion amendement après amendement du projet de loi qu'on a nommé projet de loi réconfortant réconfortant les séparatismes. Voilà, le lapsus est là. C'est une période qui est extrêmement violente, et il me semble qu'on atteint de plus en plus de points retour, typiquement dans le cadre du projet de loi sur les séparatismes, la question de l'islamophobie, la manière dont l'islamophobie progressivement fait loi, la manière dont un certain nombre de préjugés, un certain nombre de volontés d'exclure sont directement inscrites dans le droit commun, font qu'effectivement la période est extrêmement frappante à cet égard, et qu'il y a une forme de radicalisation extrême des positions. Jusqu'alors, ce qui était le propre des positions du Front National, typiquement, finalement commence à s'insérer au centre du débat, quelque chose auquel on avait déjà affaire depuis un certain temps. Mais nous avons ici affaire à des personnes qui sont en poste directement. Je pense évidemment à Marlène Schiappa, je pense à Gérald Darmanin, je pense évidemment à toutes les personnes qui ont contribué à la construction de ce projet de loi. Et la stigmatisation qui vise les musulmans, elle est absolument insupportable. Et il faut bien avouer, elle est extrêmement difficile à combattre. Ce qui fait qu'il me semble que c'est très important de rester dans des dynamiques collectives et de pouvoir réfléchir ensemble, même si les conditions actuelles ne le permettent pas forcément de manière très simple, mais d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut essayer de contrer cette marche islamophobe dans laquelle on est tous et toutes engagés, et évidemment certains plus que d'autres. Ouais. En fait, c'est vrai que je trouve que la couverture médiatique est pas, elle est quasiment ignorée, cette loi. D'ailleurs, je vous ai vu noter sur Twitter la grande différence de traitement entre la loi sécurité globale qui avait énormément mobilisé à l'automne, parce que il y avait notamment en ligne de mire des journalistes, donc peut-être une dimension dans l'esprit français plus universelle. Et là, d'un seul coup, il y a comme un désintérêt. Alors, il y a énormément d'explications peut-être aussi conjoncturelles, mais vous avez noté quand même une différence de cette attention-là. C'est évident qu'au moment où le projet de loi sur la sécurité globale, qui avait notamment pour effet de restreindre la liberté d'information et d'entraver le travail des journalistes de manière assez simultanée, la question du projet de loi sur les séparatismes est également apparue. Et c'est vrai que de manière assez forte, et c'est quelque chose qu'on peut objectiver assez facilement, une attention plus forte a été portée à la question de la sécurité globale, et finalement ce qui était relatif à la question des séparatismes et le grand projet qui était déjà en préparation sous l'égide d'Emmanuel Macron depuis son discours des Mureaux, a beaucoup plus rencontré de difficultés pour fédérer et tout simplement pour être entendu et pour être construit comme un débat devant être démocratique et devant inquiéter l'ensemble de la communauté nationale. C'est quelque chose que je redisais dans un débat il y a pas très longtemps, mais on considère souvent que ce qui touche à l'islamophobie, ce qui touche au racisme et à la xénophobie ne concerne finalement que les personnes qui sont directement visées. C'est vrai, c'est quelque chose qui effectivement les met en première ligne, et en même temps, c'est assez étonnant de voir à quel point finalement ça arrange aussi beaucoup de monde que de pouvoir manifester publiquement pour contrer le loi de projet sur la sécurité globale, ce qui est quelque chose d'extrêmement positif, évidemment, et pleinement légitime. Mais en même temps, il y a une forme de difficulté d'universaliser la cause antiraciste. Et cette question de cette universalisation, elle est pour moi extrêmement importante. On n'est plus dans les années 2000. La question de l'antiracisme politique a beaucoup, beaucoup évolué. Il y a des formes d'auto-organisation qui sont extrêmement frappantes. Les manifestations qui ont été organisées, par exemple, par le comité Adama en juin dernier étaient certainement des manifestations historiques de ce point de vue-là. Donc,
Ma position, elle est double en fait. Elle est à la fois de dire c'est extrêmement dommage et insupportable de voir que la question de la stigmatisation raciale passe encore beaucoup sous les radars, et en même temps, l'auto-organisation et la mobilisation collective n'a jamais été aussi forte et performante et aussi audible à l'international. Donc ça, c'est quelque chose qui, malgré tout, mérite d'être souligné pour trouver des formes d'espoir et d'optimisme. Mais en tout cas, enfin, voilà, je voulais quand même qu'on ouvre là-dessus. J'invite vraiment tout le monde à s'informer sur cette loi. Tout ce que j'ai trouvé d'assez complet, c'est un article du Monde qui répertorie la plupart des amendements qui ont été déposés. C'est ça qui est insupportable en fait. Il y a eu 1721 amendements qui ont été déposés, donc il y a vraiment de tout, tous les délires voilà, d'interdiction du port du voile musulman dans tous les lieux possibles ont été posés, dans la salle de sport, etc. Enfin, c'est délirant. Des prétextes pour pouvoir censurer des associations. Voilà. Et évidemment, c'est des textes de loi qui ne disent jamais le mot islam. Mais au cas où on aurait un doute, notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, vient de sortir un livre qui s'appelle « Le séparatisme islamiste », au cas où on n'aurait pas fait le rapprochement. Moi, ce qui me perturbe, c'est cet emploi récurrent du mot censure. Censure, c'est pas un mot anodin. Enfin, la spécialiste de l'art et de la culture que vous êtes, enfin, voilà, vous devez savoir mieux que quiconque que c'est un mot qui a frappé très violemment dans des dictatures dans le monde entier, des artistes et des créateurs. Là, on ne parle pas du tout de la même chose. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de spécificité française. C'est-à-dire que dès qu'une critique est émise sur un objet culturel, qu'il s'agisse d'un livre, d'un dessin ou d'un film, d'un seul coup, on hurle à la censure, alors qu'on peine à qualifier de censure, en revanche, la suspension des comptes féministes qui posent la question simple de comment fait-on pour que les hommes cessent de violer. Qu'est-ce qui se joue là autour de cette crispation française? Il me semble là assez frappant, c'est le rapport de pouvoir extrêmement fort qui se construit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un discours est déployé, le discours, il a une valeur qui effectivement est relative, et elle est à rapporter à la puissance sociale, on pourrait dire, du public ou du personnel ou des individus qui tiennent ce public-là. Donc, à partir du moment où la question, elle est celle de l'expression, elle est celle de l'idée de prendre part, elle est celle de se constituer comme des contre-publics, c'est-à-dire des publics qui vont venir porter un regard et porter un discours qui contrevient au discours dominant qui est porté. Il va y avoir des effets de défense extrêmement forts qui vont être mis en place par les instances, les institutions, les publics majoritaires qui ont à cœur qu'ils le transforment de manière intentionnelle ou que ce soit quelque chose d'inconscient dans leur esprit. C'est important pour eux de garder ce privilège-là, de pouvoir définir clairement les termes du débat et de pouvoir définir qui est autour de la table pour défendre. Donc c'est évident que du point de vue des majoritaires, du point de vue masculin, du point de vue bourgeois, du point de vue blanc, du point de vue hétérosexuel, tout ce qui contrevient et tout ce qui est susceptible de nommer les choses apparaît comme une forme intolérable de violence, de censure, d'arrogance, de choses absolument insupportables qu'il faut canaliser. Donc on est là dans un rapport de pouvoir qui dit bien l'asymétrie absolue entre ceux qui possèdent et qui prennent part et ceux qui ne possèdent pas encore et qui sont soucieux de pouvoir gagner une prise de parole à leur tour. Mais heureusement que la vôtre résonne parfois dans ces espaces-là. Il y a une autre notion d'ailleurs que vous revendiquez beaucoup, d'ailleurs même autour du titre de la conférence, je crois que vous préférez parler d'intersectionnalité plutôt que de parler de décoloniser la culture comme on a nommé cette conférence, une notion qui elle aussi est éminemment critiquée, j'ai envie de dire presque censurée, hein, si on se met à employer le mot à tort et à travers, je vais peut-être le faire moi aussi, je le dis à chaque conférence au Carreau du Temple, mais je continuerai à le dire tant que ça durera. C'est une notion qui vous est très chère, vous avez écrit une tribune qui m'a vraiment émue aux larmes, qui s'appelle « L'intersectionnalité, une critique émancipatrice » publiée dans Libération, et qui contient ces mots. « C'était à mes yeux une grande avancée que de pouvoir pointer du doigt l'adversité et l'injustice sociale que j'observais et éprouvais au quotidien. » Est-ce que vous vous rappelez de la première fois que vous avez croisé cette notion et de pourquoi elle vous a parlé ?
J'ai vraiment une trajectoire en sciences sociales et en sociologie en particulier que je pourrais qualifier d'assez d'assez intégrée, c'est-à-dire que j'ai vraiment suivi les enseignements, les cursus, les parcours classiques et balisés. En particulier, j'ai été à l'université de Strasbourg et à l'époque, l'université de Strasbourg, c'était une sociologie qui était assez fortement marquée par les théories marxistes et ça se sentait notamment du côté des recrutements des enseignants et donc du coup du côté des enseignements aussi qui nous étaient proposés. La question de la classe, elle était donc centrale. C'est vraiment par cette catégorie-là que j'entre dans la sociologie critique, comme on pourrait la nommer. Donc voilà, des figures comme celle de Pierre Bourdieu deviennent très rapidement une figure assez omniprésente et assez prégnante. Pierre Bourdieu, tout d'un coup, a pris beaucoup de place dans les premières années de ma trajectoire à l'université. Et je me souviens très bien du moment où les choses ont commencé à gagner un peu en complexité. Non pas que Pierre Bourdieu, ce soit facile, mais Pierre Bourdieu, c'est une sorte de priorité accordée à la question des rapports de classe, et puis ensuite la question du genre notamment, et la question coloniale, raciale, s'y greffe selon les travaux et au rythme des terrains qui étaient les siens. Mais c'est vraiment la figure d'Abdelmalek Sayad, qui est un grand sociologue de l'immigration, qui a travaillé avec Pierre Bourdieu, qui a été vraiment l'un des premiers à attirer mon attention sur la question des rapports, qui sont à la fois des rapports de classe, mais qui ne se résument pas simplement à la question de l'exploitation économique, et qui vont bien plus loin en mettant en place des processus de déshumanisation, des processus d'animalisation, des processus de destruction de la culture, des processus de destruction des structures familiales, juridiques, culturelles, administratives, littéraires, bien évidemment. Et je dirais que c'est vraiment à ce moment-là que je commence de plus en plus à réfléchir à ces objets. Le terme intersectionnalité, il n'est pas encore du tout présent à mon esprit, c'est bien plus tard que je le rencontre. Mais disons que c'est vraiment au croisement des théories d'Abdelmalek Sayad que tout d'un coup, la question algérienne, pour aller extrêmement vite, va apparaître dans mon travail comme étant centrale. Vous avez compris la notion avant de l'avoir nommée. En tout cas, elle était présente dans les travaux de Sayad, et puis Sayad était extrêmement clair, extrêmement pertinent pour expliquer ces choses-là. Le texte La double absence, par exemple, qui parle de la trajectoire des immigrés, en demandant notamment à ce que la trajectoire des immigrés ne commence pas simplement au moment où ils franchissent les frontières de la société d'accueil, mais qu'elle soit aussi considérée à partir du moment où ils quittent leur propre société, la société d'origine. Ça m'a beaucoup fait réfléchir sur le fait qu'il existait différents types de populations, qu'il y a des populations qui avaient une société d'accueil, la société dans laquelle ils sont nés, leur société légitime, la société nationale, au sein de laquelle ils sont pleinement légitimes, et puis d'autres qui, au contraire, ont un rapport beaucoup plus complexe à la question nationale, à la question de la société d'accueil, du fait que leur présence sur ce territoire n'est pas perçue comme légitime. Et on pourrait même dire qu'il y a un travail extrêmement profond pour entretenir l'illégitimité de ces individus-là, de ces familles-là. Ce sont souvent des familles. La question familiale, ici, elle est extrêmement importante. Donc voilà, c'est vraiment à partir de ces intuitions, de ces lectures, de ces enseignements que je me suis petit à petit intéressée à ces questions, évidemment. C'était comment de grandir à Strasbourg, Kautar Archi ? J'étais heureuse le jour où j'ai quitté Strasbourg pour venir vivre ailleurs. Ouais, j'étais contente. Je me disais toujours, c'était un peu comme ça que j'essayais de justifier mon projet de quitter Strasbourg. Je me disais, on peut pas passer toute une vie dans la ville où on est né. Il faut qu'on parte.
À un moment donné, il faut partir. Mais voilà, j'avais 20 ans, j'étais jeune, je voulais voir autre chose, je voulais découvrir d'autres horizons. Paris était la ville idéale pour ça. Mais je pense que la ville de Strasbourg, et en particulier ce que j'y ai vécu, c'était aussi des moments extrêmement importants de structuration intellectuelle, de rapport à soi aussi, de questionnement par rapport à ce que signifie le fait d'être une fille, l'aînée en l'occurrence, dans une famille maghrébine, etc. Tout ça, c'était vraiment des questions qui étaient très, très présentes dans mon esprit, des questions peu ordonnées, des questions peu classées, mais ça me travaillait beaucoup. Vous êtes mise à écrire très tôt. Vous avez tout à l'heure parlé de la littérature comme étant l'endroit par lequel vous avez commencé à comprendre l'intersectionnalité, et vous-même, vous êtes devenue romancière avant de devenir sociologue, avant de devenir docteur en sociologie. Vous avez publié Zone cinglée en 2009. Vous aviez 22 ans, si je ne me trompe pas. Et votre plus récent roman magnifique qu'il faut vraiment lire, À l'origine, Notre Père obscur, paru maintenant il y a 5 ans, 6 ans peut-être. Pourquoi écrire ? Dans mon esprit, à l'époque, c'était vraiment extrêmement clair. Je me sentais vraiment coupable de quitter mes parents. Je me sentais vraiment coupable. Je me sentais terriblement coupable de partir alors que c'était un homme et une femme qui eux-mêmes étaient déjà partis un jour, et j'avais l'impression que je reconstruisais autour d'eux des expériences qu'ils avaient plutôt essayé d'oublier. Et puis voilà, tout d'un coup, j'étais celle qui devait annoncer à nouveau qu'elle allait partir. Et j'étais vraiment très mal à l'aise avec cette idée. C'est vraiment quelque chose de... Je pense que là, typiquement, il y a des effets de fratrie, il y a des effets de place dans la fratrie. J'étais l'aînée, j'avais une relation plutôt fusionnelle avec ma mère. Donc voilà, tout ça était des éléments qui me perturbaient beaucoup. Et il se trouve que j'étais plutôt une bonne élève, donc voilà, j'avais une trajectoire scolaire assez classique de ce point de vue-là. Donc les livres étaient des choses pas très présentes à la maison, mais présentes dans l'univers scolaire. J'avais déjà l'habitude d'écrire. Comme je le dis souvent, c'était d'abord une écriture administrative, c'était ensuite une écriture scolaire, et on peut dire que l'écriture littéraire, en fait, elle est venue comme une sorte de troisième forme d'écriture à cet endroit-là. Et l'écriture est vraiment le projet de publication du texte à l'époque. Il était vraiment très lié à une forme de négociation que j'avais imaginée entre moi et moi-même vis-à-vis de mes parents, sans qu'eux-mêmes ne soient conscients de cette négociation, de cette tractation que j'essayais de mettre en place avec eux. Donc ça s'est tout simplement soldé en fait par une forme de justification. Je pense que j'avais vraiment besoin de justifier mon départ, parce que c'était absolument pas naturel pour moi de partir. Et la question de la justification, qui est une question extrêmement importante dans nos existences, on cherche beaucoup à justifier ce qu'on fait, à justifier ce qu'on est, à justifier ce qu'on n'est pas. Et il m'a semblé qu'à un moment donné, la littérature pouvait venir justifier quelque chose d'un départ. Voilà, je l'avais un peu envisagé comme ça à cette époque-là. J'avais besoin de laisser quelque chose, j'avais besoin de dire il y a un projet dans ce départ, c'est pas un départ gratuit. Donc comme on peut l'entendre, j'étais très très prise dans des formes de loyauté aussi. C'est des formes de loyauté, c'est des formes de fidélité, c'est des formes de coupure auxquelles il faut bien se rendre à un moment donné, avec lesquelles j'avais beaucoup de mal. Parce que je vous ai entendu dire aussi que l'écriture a été pour vous un choix coûteux. Qu'est-ce qui vous a coûté ce choix ? Ça a été un choix coûteux parce que du coup, en fait, consacrer sa vie à écrire, c'est quelque chose qui est complètement étonnant, complètement injustifié pour le coup. Je reviens à cette idée de justification parce que pour moi, c'était injustifié d'écrire. Et en même temps, c'était complètement justifié d'écrire. Donc, j'ai beaucoup hésité entre ces deux, ces différentes prises de position. Et je pense que ça a été coûteux parce que par rapport à mon milieu d'origine, c'était quelque chose que j'ai progressivement dû justifier
aux yeux des membres de ma famille, aux yeux de certains proches. Et puis ça dessine toute une vie après de décider d'écrire en fait. Ça brise un rapport au temps, ça brise un rapport à l'espace, ça brise un rapport à la définition de ce qu'est une femme par rapport à la question du mariage, par rapport à la question des enfants, par rapport à la question du rapport à l'argent aussi, de manière évidente. Donc toutes ces questions-là étaient vraiment des questions qui m'apparaissaient au départ sans aucune importance, parce que je me disais, une fois que je serai partie, les choses seront réglées. Et en fait, les choses se sont jamais réglées. Les choses sont allées en empirant. C'est-à-dire qu'une espèce de sentiment vocationnel, et comme je le dis souvent, entre la vocation et l'aliénation, il y a toujours un pas qu'on peut franchir de manière extrêmement rapide. C'est quelque chose avec lequel j'ai jamais été extrêmement à l'aise. Donc, c'est beaucoup de jeux de composition, c'est beaucoup de jeux de justification à moi-même de cette forme de vie-là, avec laquelle, parfois, je suis très à l'aise, et puis avec laquelle, parfois, au contraire, je me dis, mais finalement, peut-être qu'il aurait fallu construire les choses autrement, peut-être qu'il aurait fallu faire d'autres choix. Je rejoue beaucoup le match dans ma tête. Je rejoue beaucoup de matchs. Je rejoue tous les matchs. C'est pas forcément une bonne chose, mais voilà. Vous n'avez fermé aucune voie, c'est ça aussi que je trouve fascinant dans votre rapport à l'écriture, c'est-à-dire qu'il y a une écriture artistique, littéraire, enfin vos romans, c'est des romans, la fiction, c'est de la littérature, et puis il y a aussi votre travail universitaire et votre travail aussi d'actrice, militante, politique, avec les tribunes que vous publiez, donc peut-être que c'est aussi pas le choix le plus facile du monde que vous avez fait d'arriver à occuper tous ces espaces avec autant de talent en plus. J'ai beaucoup écouté vos interviews ces dernières années. J'ai notamment réécouté celle que j'ai faite de vous il y a 2 ans dans les Savantes sur France Inter. Et il y a quelque chose qui revient souvent, et d'ailleurs ça vient de revenir quand je vous demande de parler de votre enfance, vous me parlez du moment où vous avez quitté l'enfance, et vous semblez souvent rechigner à vous définir, à vous assigner une identité, qu'il s'agisse d'une identité de femme nord-africaine, de fille de parents marocains. Et c'est intéressant parce que souvent, on trouve chez les militantes féministes intersectionnelles une nécessité inverse de poser à tout prix le lieu d'où l'on parle, de dire « je suis femme, je suis noire, je suis lesbienne », etc. Là, je sais que vous êtes en train d'écrire votre autobiographie. Je sais parce que j'ai eu la chance d'en lire un extrait. Merci encore de m'avoir fait confiance, d'avoir partagé ça avec moi. Et dans cette autobiographie, je me suis dit, en fait, elle avait besoin de 300 pages pour répondre à cette question de l'identité. Je pense que beaucoup de choses sont liées aux trajectoires personnelles et aux trajectoires familiales qu'on peut connaître. Et disons que je pense avoir un rapport effectivement à ces catégories-là, à ces formes d'auto-catégorisation, qui n'est pas forcément un rapport tranquille. En disant que c'est pas un rapport tranquille, c'est pas tant moi qui serait intranquille par rapport à ces questions-là, mais c'est la catégorie elle-même en fait, qui n'est pas une catégorie stable et qui n'est pas une catégorie qu'on peut habiter tranquillement. Peut-être que pour la catégorie genrée, c'est différent. Peut-être qu'on peut réussir à habiter la catégorie de genre de manière plus souple, de manière plus changeante, de manière beaucoup plus fluide que les catégories raciales. Les catégories raciales, c'est des catégories qui sont profondément négatives, qui sont vraiment profondément négatives. Et c'est toute la tension de la question raciale, et c'est ce que parfois on peut appeler le paradoxe minoritaire. C'est que pour ne plus être traité en tant que, je dois me présenter en tant que. Mais cette situation paradoxale, elle veut bien dire ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire qu'on est à la fois obligé d'habiter la catégorie, c'est-à-dire qu'on est à la fois obligé de réussir à mettre un nom sur la position à partir de laquelle on s'exprime,
Et là, en l'occurrence, c'est évidemment la position d'une personne qui est susceptible, dans certaines situations, d'être frappée par des formes de discrimination ou par des formes d'ethnicisation ordinaire, comme on dit aussi. Et en même temps, la revendication de cette catégorie, elle ne peut pas aller sans revendiquer de vouloir cette même catégorie la détruire et l'anéantir. C'est ça qui est extrêmement compliqué avec la question des catégorisations. Je peux pas me satisfaire uniquement de la situation, de la catégorisation ou d'identification racisée, par exemple. C'est une catégorisation qui, évidemment, politiquement est absolument nécessaire. Elle doit réaliser le travail qui est le sien, c'est-à-dire de nommer l'innommable, a fortiori dans une société comme la société française qui est fondée sur une forme de cécité absolue à la question raciale. Et en même temps, je ne peux pas en rester là. Je ne peux absolument pas en rester là, puisque l'idéal politique, c'est bien la destruction des catégories. On peut absolument revendiquer la destruction des catégories, par exemple, de masculinité et de féminité, qui sont elles aussi à l'origine de rapports de pouvoir et de rapports de domination extrêmement forts. Mais il me semble que la question de race, elle est encore plus complexe, du fait que c'est une catégorie quasi ontologiquement négative. Ce n'est pas possible d'habiter une catégorie qui est hantée par la déshumanisation. Et je pense que là, on est bien au-delà des simples questions de retournement du stigmate, par exemple, qui est quelque chose avec lesquels les mouvements militants, etc., ont beaucoup fonctionné. Il me semble que dans le cas qui est le nôtre, on ne peut que avoir comme projet politique de détruire la catégorie de racialisation. Et ça, c'est une grande question. Comment est-ce qu'on fait pour détruire les catégories? Sociologiquement, on sait comment ça fonctionne. Politiquement, on sait comment ça agit. Historiquement, on sait comment ça se perpétue dans le temps. On sait moins bien comment est-ce qu'on détruit une catégorie, comment est-ce qu'on brûle une catégorie, comment est-ce qu'on fait disparaître quelque chose d'aussi surpuissant que cette perception, que cette appréciation. Donc c'est quelque chose sur lequel j'essaie de réfléchir. Qu'est-ce que ça voudrait dire détruire une catégorie sociale? Est-ce que écrire ce livre sur lequel vous écrivez, est-ce que porter votre voix, votre expérience individuelle, c'est une façon de la détruire? C'est évident que pour moi, par exemple, le fait de passer d'un statut de jeune fille privée à une jeune femme publique, c'était quelque chose d'extrêmement important pour moi. Je sais que souvent, quand j'ai écrit des textes, par exemple, où je signalais, où j'essayais d'expliciter les formes de violence qui pouvaient se réaliser au sein du monde littéraire, mais aussi au sein du monde universitaire. Le réflexe de plusieurs personnes, et c'est un réflexe qui est intéressant, plusieurs personnes me disaient mais peut-être que tu devrais changer de nom, en fait. Peut-être que tu devrais publier tes livres sous pseudonyme. Peut-être que tu devrais agir à cet endroit-là. Et c'est quelque chose qui est en contradiction absolue avec le projet qui est le mien, mais qui est un projet, il me semble, qui est porté par de plus en plus de jeunes femmes racisées à l'heure actuelle, à savoir d'occuper l'espace public et de prendre la parole politiquement et de prendre part au débat en leur propre nom. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est-à-dire que pendant beaucoup d'années, voire même de siècles, un régime l'emportait. C'était le régime du silence. Et le régime du silence, c'est souvent un régime d'image. La période coloniale a été une période où les femmes soumises à la domination et masculine et à la domination impérialiste ont été des images
des images photographiées, des images peintes, des images décrites dans les romans orientalistes, etc. Et c'est évident que la venue vers la question de la parole, la venue vers la voix, le fait de trouver sa voix, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire pour pouvoir perturber, pour pouvoir briser l'équilibre dominant qui est tel qu'on le connaît. Donc la question de la prise de parole, la question de on pourrait même dire la question de la publicisation de soi, c'est-à-dire la question vraiment de l'apparition, elle est absolument fondamentale, de réussir à passer du régime de l'apparence, qui est typiquement le régime de racialisation, au régime de l'apparition, qui là, au contraire, met beaucoup plus en jeu, non plus un objet muet, mais un sujet parlant. Et je crois que ça marche en plus, parce que si on suit les débats politiques qui sont à l'heure actuelle sur les chaînes d'infos, dans les journaux et ailleurs, beaucoup de personnes sont gênées par cette prise de parole. Beaucoup de personnes sont embêtées que tout d'un coup, ceux qui étaient des objets placés sous le microscope des véritables savants se transforment en sujets politiques qui disent nous allons raconter notre propre histoire, nous allons raconter les choses telles que nous les avons analysées, et nous revendiquons nous aussi un statut de chercheur, un statut de savant, un statut de connaissant, un statut de producteur de contenu intellectuel. Et ça, c'est extrêmement gênant. C'est extrêmement gênant quand ce sont des femmes. C'est quelque chose sur lequel on a beaucoup écrit, mais c'est aussi quelque chose qui est extrêmement gênant quand ce sont des gens à qui on ne promettait aucun avenir social et aucun avenir quasi biologique, quasi vivant. Donc c'est quelque chose effectivement qui pour moi est très important. En glissant vers cette idée de prise de parole et d'atteindre le statut d'apparition et parlante, on touche à la langue. Et la langue, c'est le premier domaine de recherche que vous avez investi à travers votre thèse, qui a été élargie, qui a donné en fait un peu plus tard cet essai « Je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne », que je recommande vraiment de lire. Vous y posez la question de la réception en France du travail d'écrivains et d'écrivaines algériens, algériennes, notamment Assia Djebar ou Kateb Yassine, et vous dites que malgré les hommages qui leur sont rendus, l'une est intronisée à l'Académie française, l'autre est l'objet d'un hommage à la Comédie française, c'est une institution qui porte le mot française dans leur nom, ce sont des hommages tronqués. Alors, j'aimerais bien qu'on explore encore beaucoup de thématiques, et puis sans vouloir vous faire résumer votre livre, je trouve que ça rejoint un petit peu ce que vous venez d'expliquer. Oui, avec le temps et sans entrer dans les détails de la thèse elle-même, je pense que c'est vraiment par hasard que je me sois penchée spontanément dans tout ce que la thèse peut avoir d'intuitif et de quasi primordial, la question de la reconnaissance. Je pense que c'est quelque chose qui me travaillait beaucoup. C'est la question de l'appartenance aussi aux institutions. C'est la question des manières par lesquelles on réussit à se constituer comme groupe légitime. Et cette question-là de la constitution de soi au sein d'une institution, alors que ce soit l'institution universitaire ou l'institution scolaire ou universitaire, mais aussi l'institution typiquement familiale, c'est quelque chose qui peut-être m'a manqué en fait. Je crois que c'était des choses sur lesquelles j'avais des formes de doute. Et j'étais très curieuse de comprendre comment des personnes, en l'occurrence des écrivains algériens, avaient pu réussir à se faire une place, mais une place particulière, au sein de l'institution par excellence qui est directement liée au poumon national, à savoir la littérature. Et effectivement, ce que j'ai pu mettre en évidence, et ça a été une découverte dont j'ai été la première bénéficiaire, on pourrait dire, c'est que la question de la reconnaissance, c'est une fausse question. Aujourd'hui, je le formulerai de manière assez radicale pour aller vite, mais peut-être
Pas seulement pour aller vite, peut-être aussi parce que c'est vrai que c'est une question dans laquelle on a pu parfois s'égarer, se perdre, croire qu'il reposait sur nos propres épaules, que de prouver que nous étions dignes de ceci, dignes de cela. Ce sont des faux chemins. Ce sont vraiment de faux chemins et on le sait maintenant, on sait très bien que ce sont politiquement de faux chemins. Mais il faut l'éprouver, ce chemin, pour pouvoir se dire que la question, elle est vraiment du côté politique et du côté collectif et pas uniquement du côté individuel. Il y a un mot aussi qui me vient à l'esprit, qui rejoint ce que vous avez pu observer au sujet de Kateb Yassine notamment, mais aussi de vos travaux plus récents. Je pense à un texte que vous avez coécrit avec Karim Amou dans un recueil Racisme de France, où vous parlez en fait de l'exigence d'exemplarité de la part des artistes racisés. Et c'est le mot qui me venait à l'esprit, c'est le mot exception. Je me souviens, je crois que c'est dans le livre, vous dites ce qui vous avait frappé, c'est que sur la couverture de l'hommage à Kateb Yassine à la Comédie Française, il y avait le mot représentation exceptionnelle. Et finalement, tous ces artistes-là sont toujours les exceptions, quoi. Et est-ce que vous-même, vous avez le sentiment d'être cette exception? Est-ce qu'il faut lutter contre cette idée d'exception? Disons que dans le cadre des héritages coloniaux tels qu'ils ont façonné la France et en particulier les imaginaires culturels français, c'est évident qu'on oscille constamment entre ces deux pôles. Le premier pôle qui serait le pôle du groupe absolument homogène que l'on ne cesse de punir. Et la punition est toujours une punition collective. C'est le propre du racisme que d'étendre les phénomènes de pénalisation à l'ensemble du groupe, puisque le groupe ne serait constitué que d'entités remplaçables et finalement complètement interchangeables les unes aux autres. Et puis l'autre pôle, le pôle de l'autre côté, c'est le pôle de l'exception. C'est le pôle de la transformation d'un individu issu du groupe originel comme étant absolument distinct, comme étant absolument exceptionnel, comme étant absolument incroyable et devant être perçu et révéré en tant que tel. Je pense que c'est un piège politique qui est très puissant que de se voir offrir un miroir où l'on vous fait croire que vous êtes une exception, mais cette exception, elle est toujours évidemment en rapport à un groupe qui, lui, au contraire, est perpétuellement dominé, déshumanisé, animalisé, etc. Donc je pense que c'est extrêmement important que collectivement, et puis aussi que chacun, dans les sphères individuelles qui sont les siennes, réfléchissent à la manière dont il est possible à la fois de ne pas être réduit à la partie d'un groupe et comment en même temps il est aussi absolument inacceptable et intolérable que de céder aux sirènes de l'exception malgré les ressources économiques et matérielles qui peuvent aller, en tout cas d'un point de vue politique et d'un point de vue éthique. Je pense que c'est une question qui se pose. C'est une question injuste, puisque c'est une question qui ne se pose qu'aux minoritaires et qui ne se pose pas aux personnes qui échappent à ces processus de domination raciale. Mais disons que la catégorie d'exceptionnalité, comme je le disais auparavant, c'est une catégorie qui est à brûler, c'est une catégorie qui est à détruire de bout en bout. On s'en sortira tous ensemble ou personne ne s'en sortira. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement urgent à rappeler. C'est comme ça a toujours été le cas d'ailleurs, et ça le sera dans le futur. Il y a aussi quelque chose, je trouve, qui pointe dans cette idée d'exception, c'est le côté faveur
Le côté, c'est celui ou celle à qui on veut bien faire la faveur de venir prendre place à cette table où elle n'était pas attendue. Et donc, cette faveur qu'on lui fait entraîne un certain nombre de devoirs. Vous rappelez dans votre livre quand Assad Djebar avait osé formuler une critique politique à son discours d'intronisation à l'Académie française, elle avait été complètement, on lui avait traité d'ingrate en fait, et ça m'a fait penser à ce qui se passe aujourd'hui. J'ai eu envie de le retransposer à des choses peut-être plus actuelles et peut-être plus pop, avec Camélia Jordana par exemple, ou encore avec Omar Sy, qui sont parmi les artistes préférés des Françaises et des Français, qui connaissent en plus des immenses succès, d'audience, de box-office, avec des récompenses, etc., mais à qui on ne pardonne pas, qui devront toujours jongler avec les prises de position qu'ils et elles ont pu avoir, notamment auprès d'Assa Traoré. Quel est le mécanisme qui se joue là? Est-ce que c'est le même mécanisme? Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est dans des trajectoires du côté de Camélia Jordana ou du côté d'Omar Sy, qui sont des carrières plutôt réussies, plutôt favorables, plutôt ascendantes. Et effectivement, on voit bien à quel point, dès qu'une prise de position en faveur des groupes subalternes est marquée, immédiatement, retombe sur ces deux personnes-là, mais on pourrait en citer bien d'autres aussi, des formes de rappel à l'ordre symbolique de leur statut minoritaire. Ça dit bien à quel point la domination raciale, lorsqu'elle croise des formes de parcours sociaux ascendants. On parle souvent de transfuge, de transclasse, ce vocabulaire extrêmement à la mode actuellement. En vérité, ce sont des trajectoires qui sont beaucoup plus précaires que ce que l'on veut bien croire. Alors, les positions de Camélia Jordana ou d'Omar Sy en particulier sont plus solides parce qu'elles sont intégrées à des univers musicaux et cinématographiques où les choses bougent énormément et où aussi la question du pouvoir économique et du pouvoir d'attraction commerciale n'est pas du tout négligeable. Mais ça veut bien dire que quelque chose repose sur leur prise de position politique. Et qu'en étant ce qu'ils sont, en étant ce qu'ils semblent être, un homme noir et une femme jeune racisée, ce qu'on leur accorde est en vérité toujours accordé sous condition. Et il me semble qu'il y a là quelque chose d'extrêmement violent que d'être à chaque fois rappelé au fait que si on vous aime sous condition. On peut rapporter ça de manière très simple à un rapport, une relation entre un homme et une femme ou entre des membres proches. Dès lors qu'une personne vous rappelle que ce qu'elle a pour vous, elle l'a, mais à condition, il y a évidemment une sorte de sentiment de blessure, de déchirure qui est absolument insupportable. Dans le cas des mécanismes politiques à des échelles beaucoup plus grandes, c'est exactement ce qui se passe. D'ailleurs, le slogan raciste « La France, tu l'aimes ou tu la quittes », elle joue bien sur cet aspect-là, sur l'aspect de l'illégitimité de la présence et du fait que l'égalité, c'est une égalité qui en fait obéit à des modalités, à des formes de conditionnalité extrêmement nombreuses. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des vies sous condition. Là, si je m'éloigne un peu du cas de Camélia Jordana et d'Omar Sy, l'injustice, elle est là aussi. Elle est entre les vies. Il y a des vies qui sont absolument libres et qui sont absolument ouvertes. Et puis, il y a des vies qui sont au contraire soumises à des poids, soumises à des présomptions de culpabilité, qui sont conditionnées à des types de comportements, des types de conduite, à des types d'apparences, et on pourrait multiplier les choses ainsi de manière infinie. Au final, c'est plus une vie. Au final, tout ça, c'est plus une vie. Au final, tout ça, ça peut plus dessiner une existence saine et juste dans un espace qui se prétend démocratique comme la France le prétend.
Donc au-delà même des cas des artistes, l'ensemble des populations subalternes sont tous les jours rappelées au fait que beaucoup de choses leur sont données, mais elles leur sont données à condition. Donc, si la condition n'est pas remplie, la chose leur sera reprise. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment absolument insupportable. Ça me faisait penser, il y a plein de choses qui me sont venues en vous écoutant parler. Ça me faisait penser à ce que dit Hanan Karimi aussi sur la bonne et la mauvaise féminité. Enfin voilà, il y a les bons et les mauvais subalternes. Et ça m'amène aussi directement au dernier thème que je voulais explorer avec vous, même si on approche dangereusement de la fin de la conférence. C'est le thème du fémonationalisme que vous avez exploré dans un excellent article que je recommande vraiment à tout le monde de lire parce que c'est limpide, qui s'appelle Marlène Schiappa, le fémonationalisme et nous, qui est paru sur le site Ballast. En quelques mots, c'est quoi le fémonationalisme ? Le fémonationalisme, c'est une théorie qui a été produite il y a quelques années de cela par une chercheuse qui s'appelle Sarah Faris et qui s'est interrogée sur ce qu'elle observait à l'époque à l'échelle européenne, à savoir le fait que tout d'un coup, dans des gouvernements qui étaient plutôt des gouvernements, on pourrait dire, de centre droit, voire parfois des formes de coalition entre le centre droit et l'extrême droite, tout d'un coup, la question des droits des femmes, la question du féminisme, la question de la condition auxquelles certains groupes féminins sont réduits, faisait leur apparition, et faisait leur apparition en plus avec un certain succès. C'est-à-dire que cette question-là, elle était thématisée. Tout d'un coup, on voyait apparaître le sort que, par exemple, telle communauté réservée à ses propres femmes, et puis on observait des choses étonnantes, à la fois des discours de centre-droit ou d'extrême droite très violents à l'égard des populations migrantes masculines, et des discours, voire parfois des protocoles législatifs plutôt en faveur, se disant plutôt comme une aide apportée aux groupes migrants féminins. Et c'est cette distinction en fait entre le sort réservé aux femmes en situation de migration et le sort réservé aux hommes en situation de migration, mais aussi on peut aussi penser la question à l'intérieur du corps national, qui tout d'un coup a fait réfléchir Sarah Faris sur cette convergence des idées féministes et des idées racistes. Et c'est la question centrale qu'elle pose, c'est-à-dire comment se fait-il que les idées féministes soient des idées perméables au racisme et perméables à la violence coloniale, à la violence du Nord global sur le Sud global. Donc voilà, ça draine un peu toutes ces questions-là. Et au moment où j'ai écrit cet article, la figure de Marlène Schiappa était une figure qui était déjà bien identifiée pour ceux et celles qui suivent la politique de près, notamment la campagne présidentielle qui avait été celle d'Emmanuel Macron. Mais on a vu surtout très, très rapidement surgir dans la bouche de Marlène Schiappa un discours qu'on pourrait effectivement qualifier de fémo-nationalisme, au sens où l'argument féministe qui était avancé visait moins à défendre les droits des femmes en situation de migration ou en situation de racisation en France qu'à justifier le sort réservé aux hommes perçus comme étrangers ou perçus comme musulmans ou perçus comme noirs ou comme illégitimes sur le territoire français. Kautar Archi, c'est pour quand la révolution ? C'est à chaque instant. C'est à chaque instant. Je pense qu'on a été bercé faussement, encore une fois, par l'idée qu'il y a un grand soir qui allait bientôt surgir. Sauf qu'on sait bien maintenant que c'est pas comme ça. On sait bien que maintenant c'est pas comme ça, et en plus on sait bien que les échelles ne sont plus du tout celles d'il y a 10 ans ou celles d'il y a 20 ans. Donc quand je vois tout l'intérêt que des médias étrangers, que des collectifs internationaux portent
à ce qu'il se passe en France par rapport à la question du féminisme, par rapport à la question du racisme. Je me dis que peut-être quelque chose est à jouer de révolutionnaire à cet endroit-là. Il y a des formes sûrement d'internationalisation des combats qui sont déjà bien à l'œuvre, puis qui peuvent peut-être tout d'un coup ouvrir des voies supplémentaires. Donc, je ne sais pas exactement pour quand c'est la révolution, mais en tout cas, à voir comment se comportent les députés actuellement, soir après soir, au Parlement, mais aussi au Sénat, avec la question de la PMA. Je pense que la révolution a déjà commencé. Elle est déjà là. On y est. Tous les matins au petit déjeuner. Exactement. La révolution. C'est tout à fait ça. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, la poudre ? La poudre, qu'est-ce que ça évoque ? Ça évoque... C'est étonnant ce que je vais dire, mais à chaque fois que quelqu'un dit la poudre ou quelque chose comme ça me fait toujours penser au bâton de maquillage que j'utilisais quand j'étais toute petite et que je partais en vacances avec mes parents au Maroc. Et il y avait toujours des bâtons de poudre noire que les femmes mettaient sur leurs yeux, et j'en mettais, et c'était affreux parce que j'en mettais dans mes yeux, mais on pleurait. Ça, je ne savais pas comment on utilisait ça, mais en tout cas, c'était un petit bâton, de poudre noire qui servait à se maquiller, qui servait à noircir le regard. Et je trouve que c'est quelque chose qui marche bien, qui fonctionne bien, d'avoir de la dynamite dans les yeux, dans la bouche, dans le cœur. Ça fonctionne. C'est une bonne manière d'être, je crois. Merci beaucoup, Kautar. Merci. Merci à Kautar Archi d'être venu faire parler la poudre avec moi. La Poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Marty pour la programmation, la prise de son et le reste. Au mixage aujourd'hui, Marion Emery. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook. La Poudre est partout. Si vous avez des réflexions, des compliments ou des critiques à faire, n'hésitez pas. J'adore ça. Ah, j'allais oublier, pour lire les mêmes livres que moi, allez sur le site La Poudre lit. Vous connaissez la suite. Prenez soin de vous et continuez de faire parler la poudre.